une grosse erreur parce que c'est complètement contre-productif. Ne vous méprenez pas, je les ai toutes faites. Vraiment, je les ai toutes faites. Ça ne marche pas. Cette manière-là, ça ne marche pas du tout. Je n'ai pas cette compétence-là. Et en fait, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo quand je me suis lancée. Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo après une semaine d'absence. Mini intro, mini explication. Je mets beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube parce que je suis un petit peu nulle à faire beaucoup de montage, etc. Donc c'était un petit peu présomptueux de ma part de me dire que j'allais réussir à vous poster une vidéo YouTube par semaine. J'ai tenu un mois. J'ai tenu 4 semaines, donc il y a 4 vidéos qui sont sorties. Je pense, à partir de maintenant, partir plutôt sur le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Le temps d'être un petit peu plus rapide et d'arriver à faire des montages, etc. plus sympas sans passer vraiment 100 ans dessus pour pouvoir assez rapidement revenir à un rythme de une vidéo par semaine. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai lancé mon podcast où pour le coup, il y a bien un épisode qui sort toutes les semaines, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Donc ça, je vais tenir le rythme parce que je suis un peu moins nulle à faire des podcasts et à les rééditer que faire des vidéos YouTube, donc j'arrive à tenir le rythme. Bref, on va pas faire une intro qui dure 48 ans. Aujourd'hui, je voulais qu'on se pose un petit peu pour parler des erreurs qu'on fait quand on se lance dans une transition écologique. Parce que moi maintenant, ça fait environ 5 ans que je suis écolo, ou du moins que j'ai commencé à changer mes habitudes au quotidien. Et j'ai fait énormément d'erreurs, certaines pendant longtemps. Et en fait, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo quand je me suis lancée pour tout simplement éviter de les faire et gagner du temps. Donc je voulais vous partager aujourd'hui les 5 erreurs que j'ai faites et que j'ai observées autour de moi quand on décide de devenir écolo. Faut que j'arrête de mettre des guillemets toutes les 5 minutes. Que vous soyez vraiment au tout début dans votre transition écologique ou que vous soyez déjà bien avancé ou que vous soyez des experts de l'écologie. Moi je sais qu'il y a des erreurs que j'ai fait pendant plusieurs années, donc je pense que ça peut vous être utile dans tous les cas, du moins j'espère. Je voulais attaquer tout de suite avec, pour moi, l'erreur la plus importante et qu'on fait peut-être tous au début, parce que c'est une erreur qu'on va faire quand on n'a pas toutes les données en tête. Et en fait, au début, quand on se lance, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les données en tête. Cette erreur, c'est de ne pas avoir conscience des ordres de grandeur. Je m'explique. Devenir écolo, ça veut dire mettre en place de nouvelles habitudes, faire des petits gestes au quotidien, etc. avec comme objectif, souvent en grande partie, de réduire son empreinte carbone. L'idée, c'est de avoir moins d'impact sur la planète et donc générer notamment moins de CO2. Donc on parle souvent d'empreinte carbone. La première chose déjà, c'est d'avoir en tête, c'est quoi l'empreinte carbone? Quelle est mon empreinte carbone? De quoi on parle? L'empreinte carbone, c'est en gros toutes les émissions de CO2 pour lesquelles on va être responsable via notre consommation. Ça va prendre en compte ce qu'on achète, ce qu'on mange, comment on se déplace, etc. Tous nos petits choix en fait du quotidien qui font qu'à la fin de l'année, on aura été responsable de X tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Comment on calcule ça? Il y a un calculateur qui a été fait par l'ADEME. Ça prend peut-être 5 minutes, on répond à des petites questions et ça vous donne approximativement votre empreinte carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'empreinte moyenne d'un Français, elle est autour de 9-10 tonnes de CO2. Alors que, si on veut respecter les accords de Paris pour le climat, il faudrait qu'on soit en moyenne à 2 tonnes. Donc on est 5 fois plus élevé que ce qu'on devrait être pour respecter les accords. Donc c'est un peu embêtant. Donc la première chose déjà, c'est de savoir où on se situe. Est-ce qu'actuellement vous avez une empreinte qui est à justement dans la moyenne, 9-10 tonnes, et dans ce cas-là, comment on va pouvoir la réduire? Est-ce que vous explosez les compteurs et vous êtes à 20 tonnes? Dans ce cas-là, l'avantage, c'est que potentiellement, c'est facile à réduire. Ou est-ce que vous êtes déjà à 4-5 tonnes, et honnêtement, c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, être à 2 tonnes, c'est pratiquement impossible, dans la société dans laquelle on vit. Donc la première chose, voilà, c'est avoir conscience de son impact, et ensuite, adopter les gestes qui permettent de la réduire. Et c'est là qu'on arrive dans le souci des ordres de grandeur. Parce qu'en fait, quand on parle d'écologie, de petits gestes, etc., on pense souvent au zéro déchet. Parce que c'est des gestes qui sont assez accessibles pour tous. C'est des gestes qui sont très visibles. C'est-à-dire que facilement, en passant à la cosmétique solide ou en passant aux produits lavables, on voit la taille de sa poubelle descendre. Et du coup, c'est très tangible de se dire « Waouh, je réduis mon impact parce que très clairement, je réduis mes déchets, donc je réduis ma poubelle. » Donc ça se voit que mes gestes comptent. Malheureusement, en termes d'ordre de grandeur, réduire la taille de sa poubelle, c'est pas une des actions les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone. Donc, ne vous méprenez pas, je suis pas du tout en train de dire que le zéro déchet ça sert à rien. Au contraire, le zéro déchet c'est très souvent, comme je vous le disais, la première marche
de l'escalier, c'est souvent ce qui nous permet de nous mettre en action. Enfin, moi, typiquement, mon premier geste, mon tout premier geste, c'était des cotons lavables dans la salle de bain. Donc, ça met une impulsion et c'est des gestes qui sont très importants au quotidien et qui parfois sont faciles. Typiquement, un savon à la place d'un gel douche, c'est pas très compliqué à mettre en place comme habitude. Le zéro déchet n'est pas du tout inutile. En revanche, il faut pas se dire que en étant complètement zéro déchet, on va sauver la planète. Parce que je vais vous insérer un petit tableau qui montre l'impact des gestes individuels sur notre empreinte carbone. On voit que ce qui a le plus d'impact, c'est notamment l'alimentation et la manière dont on se déplace. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous passez d'un régime carné à un régime végétarien, vous pouvez réduire votre empreinte carbone d'un peu plus d'1 tonne, ce qui est énorme. Parce que si on part d'une empreinte carbone d'environ 10 tonnes pour la moyenne des Français, passer à un régime végétarien, ça vous fait déjà gagner 10% de votre empreinte carbone, donc c'est énorme. Être complètement zéro déchet au quotidien, donc avoir sa gourde, aller tout le temps avec son tupperware quand on va au restaurant, passer que à des produits solides ou à du lavage, être vraiment zéro déchet, avoir pratiquement un bocal de déchets à la fin de l'année, hein, ce qui est pratiquement impossible, ça vous fait économiser dans votre empreinte carbone 0,1 tonne. Donc c'est important d'avoir ces chiffres en tête quand on se lance, tout simplement pour pas s'épuiser, en fait, notamment avec le zéro déchet, à faire beaucoup de gestes au quotidien et se dire waouh, en vrai je le fais parce que je sais que ça a un impact, mais franchement c'est dur d'être écolo quoi. Je vais dans mon magasin bio avec mes bocaux, ça pèse 1 tonne, j'achète que du lavable et pas du jetable, donc j'ai plein de machines. Voilà, en fait de s'épuiser sur potentiellement des gestes qui sont importants, mais qui sont pas game changer en termes d'impact sur votre empreinte carbone. Donc, encore une fois, je suis pas en train de casser du sucre sur le dos du zéro déchet, mais de se dire qu'aujourd'hui, prendre moins la voiture dans la mesure du possible, ne pas prendre l'avion dans la mesure du possible, manger végétarien dans la mesure du possible, etc., c'est des gestes qui sont au moins aussi importants, et en vérité beaucoup plus importants, que d'être zéro déchet. Et typiquement, moi, j'avais pas du tout ça en tête, donc je pense que les 2 premières années, je me suis exclusivement concentrée sur le zéro déchet, en continuant à prendre l'avion, en continuant à manger de la viande, etc. Parce que pour moi, être écolo, c'était ça. En fait, être écolo, c'était être zéro déchet. Alors que c'est seulement une des parties de toute la globalité de la chose. Et parfois, on ne le sait pas. Donc voilà, c'est pas tant une erreur à proprement parler, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Parce que moi, j'ai très souvent, par exemple, des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram. Par exemple, quand je partage des simili carnés ou du tofu, qui sont emballés dans du plastique. Et les personnes me disent « Ah, mais ça m'embête quand même tous ces substituts végétaux parce que ça fait des déchets, etc. » C'est complètement vrai. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très rare de trouver du tofu en vrac ou de trouver des simili-carnés qui sont pas emballés dans du plastique. Donc, en effet, quand on se tourne vers ces alternatives végétales, ça crée des déchets. Alors que, si demain, vous allez chez votre boucher avec un tube et que vous prenez votre steak directement dans votre tube, vous rentrez chez vous, vous mangez, il y a 0 déchet à la fin. Sauf que si on compare l'impact de ces 2 aliments par exemple, le steak zéro déchet va être énormément polluant, ça va demander énormément de ressources à produire, de l'eau, de l'énergie, des céréales, etc. Alors que les alternatives végétales sont beaucoup moins impactantes, je pourrais vous mettre des chiffres, vont générer un déchet de plus dans votre poubelle, mais ont une empreinte carbone beaucoup plus faible parce que ça demande beaucoup moins d'eau, ça génère beaucoup moins de méthane, de CO2, etc. L'erreur qu'on peut faire, c'est de se focaliser sur la taille de sa poubelle. Et aujourd'hui, moi j'achète du tofu, du seitan, des substituts végétaux qui sont la plupart du temps emballés dans du plastique. Et j'ai pas cette culpabilisation de mince, ma poubelle est plus grosse, parce que je sais que si je prends du recul, la big picture, à la fin de la journée, c'est le meilleur choix écologique en termes d'impact que d'aller acheter mon bœuf zéro déchet chez mon boucher. Voilà, c'est un sujet que je trouve passionnant, l'empreinte carbone, etc. et les ordres de grandeur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre très tôt pour nous permettre de faire les bons choix et du moins d'avoir toutes ces informations en tête. Je vous mettrai toutes les ressources possibles, le calculateur d'empreinte carbone, des articles sur le sujet en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour moi, quand on se lance dans l'écologie, dans cette transition écologique, c'est vraiment des chiffres à avoir en tête. Et d'ailleurs, j'ai un post de la marque Eura sur Instagram que je garde toujours dans mes favoris qui explique que l'impact de l'emballage sur un produit alimentaire représente en moyenne 5% de l'empreinte carbone de l'aliment global. Alors que l'agriculture représente j'ai plus le chiffre, je crois que c'est plus de 50% des émissions qui sont liées à l'alimentation. Donc je vous mettrai aussi ce post
en barre d'infos. Et donc voilà, c'est pas comparable en termes d'impact. J'ai passé beaucoup de temps sur cette première erreur, toutes les autres seront beaucoup plus rapides, mais je voulais vraiment insister sur celle-ci parce que pour moi elle est primordiale. Cette vidéo ne va pas durer 2 heures, je voulais insister sur ce point avant de passer aux autres. La deuxième erreur, à mon sens, qu'on peut avoir tendance à faire si on a eu une prise de conscience qui est assez brutale et où on se dit « Oh waouh, il faut que je change mes habitudes ». Moi c'est un petit peu ça que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai vu un documentaire, ça m'a ouvert les yeux et du jour au lendemain j'ai eu envie de changer assez rapidement. Et du coup, ce qu'on peut faire comme erreur, c'est d'y aller un petit peu tête baissée, de pas faire les bons choix forcément, encore une fois parce qu'on n'a pas toutes les informations, et de s'épuiser un petit peu à la tâche, en voulant tout faire soi-même par exemple, en voulant tout acheter local, etc., quitte à aller à l'autre bout de la ville pour trouver le magasin exactement. Donc il y a cette notion d'épuisement et d'erreur dans la précipitation en fait. Moi j'ai un exemple très concret, c'est que quand j'ai découvert les culottes menstruelles, je me suis dit ah mais trop bien, c'est parfait pour les règles, zéro déchet, etc. Donc j'ai acheté les premières que j'ai trouvées. Sauf que j'ai pas du tout fait gaffe ni au pays de production, ni à la matière, etc. Au final j'ai acheté des culottes menstruelles qui venaient de Chine, en polyester, bref, vraiment pas ni de la bonne qualité, ni des produits qui vont être produits de manière éthique et écologique. Donc certes on est sur du zéro déchet, mais on est sur un très mauvais choix de consommation. Mais ça pareil, c'est parce qu'en fait je me suis précipitée, je me suis dit ok, j'ai envie d'arrêter les tampons, les serviettes, je veux des culottes menstruelles, j'ai pris les premières qui passaient. Pareil pour le végétarisme. Si on se dit bon bah ok, la viande c'est mauvais pour la planète, donc je deviens végé du jour au lendemain et je fais des erreurs parce que du coup je connais pas les sources de protéines végétales, je connais pas les aliments où je dois retrouver typiquement du fer, je sais pas qu'il faut supplémenter en B12 et donc on fait des erreurs parce qu'on se dit j'ai envie d'y aller à fond et on prend pas assez le temps de se renseigner sur les sujets. Pareil, on peut s'épuiser du coup en essayant de tout faire soi-même. Alors autant il y a des choses, typiquement la lessive maison, ça fait des années que je la fais, ça prend 2 minutes top chrono. C'est-à-dire que moi je prends du savon noir liquide, de l'eau chaude, du bicarbonate de soude, je mélange, c'est prêt vraiment, c'est prêt en 1 minute chrono. Je fais pas le truc où il faut râper le savon de Marseille dans de l'eau chaude, la flemme, je vais au plus rapide et c'est génial. Autant faire son déodorant maison, faire des produits un petit peu compliqués. Personnellement, je trouve qu'il y a des marques naturelles françaises engagées qui font ça très bien, donc je suis pas du tout dans une optique aujourd'hui où je fais tout moi-même. En fait, je fais tout ce qui est simple, abordable d'un point de vue capacité DIY et abordable financièrement. Donc je fais ma lessive, je fais mon produit nettoyant multisurface où c'est juste de l'eau et du vinaigre mélangés, mais je rentre pas dans des grandes recettes où typiquement il faut aller à Aromazone, acheter 10 ingrédients différents et faire un petit peu de la chimie. La flemme, et ça après c'est un avis très personnel aussi, mais je pense que quand on rentre là-dedans, soit il faut le faire du coup un peu pour tout parce qu'on se retrouve à acheter une tonne d'ingrédients et si c'est juste pour faire 2 produits, bah en fait on a de l'eau florale, de machin, de l'argile, des trucs, et en fait on se retrouve avec un énorme carton de plein de produits naturels do it yourself mais qui sont finalement beaucoup de produits consommés pour pas grand chose si c'est juste pour faire 2 produits. Donc soit vous devenez un pro du DIY et vous faites tout et en effet vous aurez une étagère pleine de produits naturels, soit comme c'est mon cas, si c'est juste pour faire 2-3 produits, ça m'embête en fait d'acheter des tonnes d'extraits, de trucs. Donc il y a aussi un côté, voilà, est-ce que tout faire soi-même c'est finalement la bonne solution pour vous? Et ça c'est assez personnel. En termes encore une fois de charge mentale, d'achat de matières premières, etc. Parce que être écolo ne veut pas forcément dire non plus tout faire soi-même. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Chacun est écolo à la manière dont il a envie de l'être. Ça, pour le coup, c'est pas une erreur. Donc voilà, la deuxième erreur, à mon sens, c'est de vouloir tout faire trop vite, tout de suite. Prenez votre temps pour vous informer sur les différents sujets. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire sur Instagram, dans mon podcast maintenant, c'est de vous donner plein d'infos pour que vous puissiez faire vos propres choix, mais en ayant conscience de tous les paramètres à prendre en compte pour pas foncer tête baissée et faire potentiellement des erreurs. Dans la même lignée, la troisième erreur du coup que je vois souvent et que j'ai faite encore une fois moi-même, je les ai toutes faites, vraiment je les ai toutes faites, c'est acheter plein d'objets zéro déchet. On se dit ok ça y est j'ai envie d'être écolo, donc il me faut des beaux bocaux pour mettre mes lentilles et mes pois chiches dans ma cuisine, il me faut des pailles en bambou parce que je veux plus de pailles en plastique et ça, et on se met à acheter une tonne d'objets écolos alors qu'en fait c'est tout l'inverse que de consommer de manière responsable. C'est-à-dire que consommer mieux, alors ça c'est une phrase que vous entendez partout et que je dis moi-même tout le temps, consommer mieux c'est consommer moins. Et donc, avant d'aller acheter un objet écolo, la question à se poser c'est
est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Est-ce que je ne peux pas le trouver chez moi d'une autre manière? Est-ce que je ne peux pas le trouver de seconde main si je dois l'acheter? Est-ce que je ne peux pas le trouver du tout parce qu'en fait j'en ai pas besoin? Ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que moi j'ai acheté un lot de bocaux chez Ikea, potentiellement made in China, avec un petit couvercle en plastique, etc. pour mettre mes légumineuses. Ça n'a aucun sens. En sachant que maintenant j'ai des bocaux partout chez moi. On achète des bocaux au quotidien dans plein de choses. Si vous achetez de la sauce tomate, des lentilles, de la confiture, etc. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont vendues dans des bocaux en verre. Et c'est pas grave si on n'a pas la cuisine instagrammable avec les 10 bocaux qui ont la même taille, la même forme, etc. Et pareil pour tout ce qui est paille en bambou. Est-ce qu'on a besoin de boire dans des pailles? Enfin, je sais que moi, typiquement, je n'ai jamais bu dans des pailles chez moi et j'ai eu envie d'acheter des pailles en bambou en me disant c'est écolo. Alors, si vous aimez bien vous faire des cocktails et que dans tous les cas, de base, vous aviez des pailles en plastique, bien sûr, autant aller sur une alternative, des pailles en verre. Mais si de base, vous n'achetiez pas de paille, pourquoi aller acheter des pailles écolo? Et c'est là, en fait, qu'on se perd complètement en se disant « Ah, mais trop bien, c'est un objet, c'est zéro déchet, c'est réutilisable. » Mais en fait, la question qu'on doit toujours se poser quand on a envie de consommer mieux, c'est « Est-ce que j'ai besoin de cette chose aussi écologique soit-elle, en fait ?» Et pareil, je sais qu'il y a par exemple du sopalin lavable qui existe, mais si vous avez des torchons, par exemple, à la maison, ça marche tout aussi bien. Enfin, une éponge si c'est un truc humide, un torchon si c'est pour balayer, essuyer, et voilà quoi. Encore une fois, chaque choix est personnel, et si vous aviez l'habitude d'utiliser tout le temps du sopalin, et que du coup un sopalin lavable c'est vraiment indispensable pour vous, ok, mais juste prenons le temps de se poser la question avant d'acheter. Parfois, la meilleure alternative à un produit du quotidien, c'est rien. C'est pas de paille, c'est pas de sopalin, c'est pas de coton-tige si vous vous lavez avec votre petit doigt. Donc parfois il n'y a pas d'objets écolos qui peuvent venir remplacer la chose parce qu'on peut juste ne pas la remplacer. Donc voilà, ça c'est la troisième erreur que je vois beaucoup, encore une fois, que j'ai faite moi-même. Il me reste du coup mes 2-3 bocaux que j'avais achetés, alors que tout le reste, voilà, là c'est le bocal des croquettes du chat. C'est un ancien bocal, je crois que c'était des courgettes et des tomates, et voilà. Et en plus je trouve ça mignon, moi, des bocaux vintage. Mais bon, ça c'est autre chose. Erreur numéro 4, qui est encore liée à l'erreur numéro 3 et à l'erreur numéro 2, c'est vouloir se débarrasser de tout ce qui n'est plus écolo dans notre maison. On peut avoir cette envie de se dire j'ai plus envie d'avoir de la fast fashion dans mes placards. J'ai plus envie d'avoir des tupperwares en plastique dans le placard de la cuisine, j'ai envie d'avoir du verre, etc. Alors, première chose, la question c'est de faire un tri. En effet, est-ce que j'ai besoin, envie de garder ces objets, c'est dur à dire, ces objets chez moi, est-ce qu'ils peuvent encore m'être utiles? Est-ce que, si on parle de vêtements, est-ce qu'ils me plaisent encore? Est-ce que j'ai plaisir à les porter? L'idée, c'est pas de remplacer sa garde-robe du jour au lendemain, parce que, encore une fois, le t-shirt le plus écolo, c'est celui qu'on a déjà dans notre dressing. Alors, si demain vous avez besoin d'un t-shirt, bien sûr, c'est carrément mieux d'aller acheter un t-shirt qui est fait en France, en coton bio, de manière artisanale, etc. Ou d'aller l'acheter en friperie ou sur un site de seconde main et donc ne pas nécessiter de nouvelles ressources. Mais avant ça, si vous avez des t-shirts dans votre armoire qui vous plaisent et que vous mettez, ça n'a aucun sens d'aller les jeter ou de s'en débarrasser, simplement parce qu'ils ne sont pas éthiques. Moi, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de vêtements qui sont de fast fashion, que j'ai achetés bien avant de changer mes habitudes de consommation, mais que j'utilise au maximum pour justement allonger leur durée de vie et donc réduire leur empreinte carbone parce qu'ils auront été beaucoup portés et ne pas aller racheter si j'ai pas besoin. Pareil pour les tupperwares en plastique. Ne les faites pas chauffer parce que c'est pas bon pour la santé de mettre au micro-ondes par exemple un tupperware avec l'alimentation dedans parce que le plastique va migrer en étant chauffé. Mais si vous voulez les garder pour congeler des aliments, pour stocker vos restes dans le frigo, etc., c'est ok. Moi j'en ai encore quelques-uns. Petit à petit, quand ils s'abîment, que je perds le couvercle, que ça arrive, je m'en débarrasse et je rachète à la place du verre, mais j'ai pas tout enlevé pour tout remplacer. Parce qu'encore une fois, avant tout, consommer mieux, c'est consommer moins. Et si on se lance dans un gros tri
Essayez dans la mesure du possible que jeter soit vraiment le dernier choix. Avant ça, on peut soit donner. Il y a beaucoup aujourd'hui de manières de donner, que ce soit dans des associations, que ce soit sur des applications. Il y a notamment l'application Give, G-E-E-V, qui est une application de dons entre particuliers. Vous pouvez vendre, bien sûr, si c'est des objets qui sont en bon état, donc dans des brocantes, dans des vide dressing, sur Le Bon Coin, sur Vinted, voilà, n'hésitez pas à donner une seconde vie et à en plus rentabiliser vos achats s'ils sont en bon état. Leur donner une seconde vie d'une manière ou d'une autre, si par exemple vous faites un peu de couture, transformer un vieux drap en torchon ou en sopalin lavable. Il faut encore avoir la technique pour faire de la couture, mais je crois pas que ce soit très compliqué de faire un drap en torchon ou en sopalin lavable. Et je dis ça, mais je l'ai jamais fait. Moi, ma mère, elle fait plein de couture, donc je lui donne dès que j'ai besoin pour qu'elle transforme. Je sais qu'elle s'est fait des cotons lavables elle-même, par exemple, juste en cousant. Donc, si vous avez des tissus, des vêtements, des draps que vous ne portez plus et que vous avez les capacités manuelles pour les transformer vous-même, n'hésitez pas à leur donner une seconde vie. En plus, je pense que ça peut être assez plaisant et gratifiant de faire soi-même des nouveaux objets. Je n'ai pas cette compétence-là. Mais donc voilà, essayez d'être dans un tri progressif et de pas être dans un cheminement de pensée de je vais me débarrasser de tout un tas d'objets parce que ça rentre plus dans mes convictions aujourd'hui. Si c'est des objets auxquels vous pouvez encore trouver une utilité, que vous pouvez utiliser, tout simplement pas acheter énormément et du coup être un peu dans une surconsommation écologique d'une certaine manière. C'est très lié au point précédent finalement. La 5e erreur, j'en aurais même une 6e bonus, c'est une toute petite, mais la 5e erreur, c'est si vous avez eu une prise de conscience, encore une fois, assez brutale. Je pense que si vous avez toujours été élevé un petit peu dedans, si vous êtes l'Obélix de l'écologie qui est tombé dans la marmite, vous n'aurez peut-être pas ce souci-là. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai eu et a posteriori, je me rends compte que c'était une erreur. C'est qu'on peut avoir tendance à être un peu trop virulent et pas forcément très compréhensif avec son entourage qui n'est pas écolo. Enfin, moi, je sais que quand j'ai vu ces quelques documentaires et que j'ai eu envie de changer, j'ai un peu cru que j'avais tout compris à la vie, on va pas se mentir. Et j'étais là un petit peu à donner des leçons autour de moi. Mais tu te rends pas compte l'impact de la viande, oh, t'as été à New York en avion, mais t'imagines, c'est 2 tonnes de CO2. Hein. Et j'étais un peu culpabilisante envers mes proches. Et c'était pas pour être méchante avec eux, mais c'est que j'étais tellement convaincue que j'avais raison. Alors, sur certains sujets, je suis encore convaincue que j'ai raison. Mais c'est de pas laisser assez de place au dialogue. Et c'est fou parce que du coup, c'est ce que je ne fais pas du tout sur les réseaux sociaux parce que je me le permets pas. Et au sein même de mon entourage, de ma famille, de mes proches, vu justement qu'on a cette proximité, je me permettais d'être un peu plus virulente. Et je pense que j'ai pu blesser des gens à l'époque et surtout blesser des relations. De se dire, oh ouais, Victoria, elle va encore être relou, etc. Donc je lui raconte pas mes vacances parce qu'elle va me juger, etc. Et ça partait évidemment pas d'un mauvais sentiment de ma part. Mais quand on se réveille du jour au lendemain et qu'on se rend compte en fait que la planète est en grand danger et qu'on a appris en se renseignant comment on pouvait justement agir au quotidien et qu'on voit des personnes autour de nous qui sont très proches qui n'agissent pas, il y a un peu cette frustration qui naît de se dire mais mince, mais pourquoi il continue à faire ça alors que je lui expliquais que c'est énormément polluant. Hein. Et au début, je sais que j'avais pas cette tolérance en moi et c'est une grosse erreur parce que c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant convaincu. J'ai jamais autant convaincu de personnes autour de moi depuis que je suis dans la bienveillance, dans l'exemple et plus du tout dans le jugement. C'est-à-dire que j'explique pourquoi je prends pas l'avion pour partir en vacances l'été et je raconte avec entrain mes vacances en France et en Europe. J'explique pourquoi j'ai décidé de plus manger de viande et je partage mes recettes et j'invite les personnes à manger chez moi en leur faisant des repas végétariens et véganes, en leur montrant à quel point on peut se régaler avec du végétal. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup plus de retours positifs et que j'ai vu des habitudes s'implémenter autour de moi que en disant « Mais espèce de criminel à manger une entrecôte !» Ça ne marche pas. Cette manière-là, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, essayez de prendre du recul et d'avoir cet élément en tête de peu importe à quel point la frustration peut être là, être dans une posture où on informe, où on sensibilise et où on montre l'exemple, c'est tellement plus efficace que d'être dans le jugement et la colère finalement, parce que c'est de la colère qui est en dessous, pour essayer
de planter des petites graines dans son entourage. Et la dernière erreur, très pratico-pratique pour le coup, on était plus sur des erreurs un petit peu de manière d'être, d'agir, etc. Mais là c'est vraiment une erreur opérationnelle on va dire, mais que je vois énormément autour de moi, notamment sur les réseaux sociaux, et que j'ai faite évidemment. C'est mettre des huiles essentielles partout. Ça, il faut arrêter. Pour la simple et bonne raison que les huiles essentielles, c'est extrêmement énergivore à produire. Ça demande énormément de quantité de matières premières pour arriver à une huile essentielle. J'ai pas les chiffres, mais pour avoir un petit flacon d'huile essentielle de rose, il faut des kilos, si ce n'est des tonnes de rose. C'est vraiment énorme. Utiliser les huiles essentielles pour se soigner, pour se détendre, pour tous les côtés, pour l'aromathérapie et tout ce que ça peut avoir comme vertu sur la santé et le bien-être, bien sûr. Mais utiliser les huiles essentielles comme parfum dans des recettes, c'est extrêmement dommage. En plus, c'est pas très bon pour les nappes phréatiques. Donc si vous cherchez des parfums, il existe des parfums naturels, des parfums de linge, etc. Mais utiliser les huiles essentielles pour parfumer, c'est vraiment gâcher un produit qui est très noble, qui demande énormément de ressources. Quand c'est pour mettre dans un produit pour laver les toilettes, c'est vraiment très dommage. N'hésitez pas à faire circuler autour de vous cette information parce que on voit encore beaucoup trop souvent partout, voilà, je fais des pastilles WC et je mets des huiles essentielles de lavande pour que ça sente bon. C'est trop dommage, c'est trop dommage de perdre des huiles essentielles dans ce genre de recettes. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire s'il y a des erreurs que vous avez faites. Encore une fois, moi j'ai fait les 6, hein, donc l'idée, ce n'est absolument pas de vous juger, c'est vraiment de vous accompagner et donc de vous aider potentiellement à ne plus les faire. N'hésitez pas aussi à ajouter en commentaire si vous avez d'autres erreurs auxquelles vous pensez qui pourraient aider tout le monde, même m'aider moi, parce qu'il y a de grandes chances que j'en fasse encore aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux, notamment à commenter les vidéos alors que vous n'êtes pas abonnés. Et c'est trop dommage parce que déjà moi ça me donne un indicateur, ça me motive. Et en plus vous pouvez savoir du coup dès que je sors une nouvelle vidéo parce qu'elle apparaît dans vos abonnements. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à liker parce que ça soutient énormément mon travail. Et vu que je suis encore tout à fait nouvelle sur YouTube, bah, ces indicateurs ça m'aide aussi pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, etc. Et rappelez-vous que peu importe les erreurs que vous faites, vous pouvez déjà être très fiers de vous mettre en action parce que il vaut mieux une tonne d'écolos imparfaits que quelques-uns qui soient parfaits. Donc c'est largement ok de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et si ensuite on peut les corriger, c'est quand même bien. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut trouver de l'écho chez certaines personnes qui sont en train d'entamer une transition écologique notamment pour gagner du temps tout simplement à ne pas les faire. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé en vidéo aujourd'hui et je vous dis à très vite.